il y a plusieurs équipes qui travaillent à comprendre les mécanismes de la sclérose en plaques et à étudier aussi des approches thérapeutiques potentielles. Et c'est une recherche qui se fait avec, d'une part, toutes les connaissances que nous pouvons avoir de la maladie grâce à l'hôpital, de la Pitié-Salpêtrière et à son pouvoir d'attractivité, et puis toutes les recherches plus fondamentales qui sont menées ici. Et ce que nous réalisons particulièrement bien, c'est cette intersection entre le savoir clinique et le savoir plus fondamental qui doit nous permettre d'aller le plus loin possible. Donc aujourd'hui, pour vous parler de ce sujet important, trois de nos chercheurs, Bertrand Fontaine d'abord, qui est professeur de neurologie et qui est aussi chef d'une équipe à l'ICM et puis directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Alzheimer ICM, une composante importante de notre institut et de notre site, va vous parler des questions qui se posent dans le domaine et des avancées et espoirs, en tout cas des pistes suivies. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Violeta Zujovic, toujours un peu de mal avec son nom, voilà, qui est tout à fait charmante, même si je prononce mal son nom, et qui fera une synthèse des travaux dans le domaine de la sclérose en plaques des équipes de notre site, et vous verrez qu'il y a beaucoup de pistes qui sont explorées. Et puis finalement, Frédéric Sedel, qui est neurologue, qui était un neurologue du site et qui fait partie de ces médecins entrepreneurs, puisqu'il a monté une entreprise pour tester une hypothèse qu'il avait faite lorsqu'il était médecin. Et il va vous montrer un peu sa démarche et comment ça s'est appliqué dans le domaine de la sclérose en plaques. Donc vous voyez que c'est un panorama assez large. Vous aurez l'occasion, après chaque présentation, de poser des questions. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu les orateurs et puis leurs thématiques, de façon à ce que les questions puissent être adaptées. Donc encore une fois, merci de votre présence, merci de votre soutien fidèle, et je suis content que ce soit l'occasion pour vous de vous rendre compte de l'importance de votre soutien et du fait qu'il mène à des connaissances, des avancées qui sont très importantes et qui, évidemment, il faut que nous puissions poursuivre et déployer dans le futur. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Bertrand Fontaine. Alors, qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, c'est une maladie qui a été décrite maintenant il y a à peu près 150 ans. C'est une maladie qui a été décrite d'abord d'un point de vue histologique, c'est-à-dire c'était la grande époque au XIXe siècle où on examinait le cerveau de personnes décédées de maladies neurologiques et ce qui avait été constaté à l'époque, c'est que chez certaines personnes, il y avait une sensation de dureté du cerveau, et c'est de là que vient le nom de sclérose en plaques, puisqu'il y avait une sensation de plaque au toucher. Après cette époque, première époque de description de la maladie, il y a une corrélation qui a été faite avec un certain nombre de signes cliniques que présentaient les patients, qui a permis de définir la maladie, et ça a été l'œuvre de Charcot ici. Et si on est ici aujourd'hui, c'est pas complètement par hasard, c'est parce que Charcot a créé la première chaire de neurologie et que depuis, il y a une tradition de médecins et chercheurs qui travaillent dans cet hôpital et maintenant dans cet institut. Où sont les livres de Charcot, puisque juste à côté, vous avez la bibliothèque où sont entreposées toutes ces figures, et notamment un certain nombre de dessins originaux. Donc ça a été la découverte de la maladie, et puis les neurosciences ont permis, grâce à leur progrès, de comprendre un petit peu mieux ce qu'était cette maladie. Et en regardant avec le microscope, la microscopie a été une étape extrêmement importante, dans la description du cerveau, et en tout cas dans les débuts. C'était la première approche qui permettait d'envisager de corréler l'activité de cellules, qui étaient les neurones, avec l'activité intellectuelle.
Ça, c'est l'œuvre de Raymond Carral, qui était un histologiste, un expérimentateur espagnol du début du siècle. Et ce qui a été développé grâce à ces outils a permis de voir ce qui se passait au sein de ces plaques. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait deux phénomènes essentiels. Il y avait une inflammation, c'est-à-dire il y avait une présence des cellules inflammatoires qui normalement n'existent pas dans le cerveau, en tout cas pas en nombre aussi important. Et puis il y avait une destruction de la myéline. Qu'est-ce que c'est la myéline? La myéline, c'est une gaine qui entoure les filets nerveux qu'il y a dans le cerveau, qu'on appelle les axones. Donc la myéline est une gaine isolante qui permet à l'influx nerveux d'aller plus vite. Si vous voulez, ça permet de faire un raccourci dans le cheminement de l'influx nerveux. Et cette myéline était détruite par l'inflammation qui était observée dans le cerveau. Et ces premières observations sont aujourd'hui toujours d'actualité, puisque ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, ce sont les mécanismes de cette inflammation, et comment cette inflammation détruit la myéline. Ça commence à être relativement mieux connu, mais aussi après, pourquoi cette inflammation, quand elle persiste, elle peut être nocive pour les axones, et si elle touche les axones, indirectement, elle va toucher les neurones. Vous vous souvenez, les axones, ce sont ces filets nerveux qui partent des neurones, des cellules nerveuses, et entraîner des dysfonctionnements qui sont responsables du handicap que présentent les patients. Donc ça, c'est la définition de la maladie. Maintenant, qui est touché par cette maladie et quelle population ça représente? En France, on estime qu'il y a à peu près 80 000 personnes qui souffrent de sclérose en plaques, et les personnes qui souffrent de sclérose en plaques sont en général des adultes jeunes, du moins quand la maladie débute. La moyenne de début est à peu près 30 ans. C'est une maladie chronique, qui n'est pas une maladie mortelle, mais une maladie handicapante. Alors il y a différentes formes de sclérose en plaques, il y a des formes qui sont plus ou moins sévères que d'autres, il y a des formes bénignes qui sont peu graves, quasiment invisibles quand on ne connaît pas, quand on n'a pas l'habitude de voir les patients. Et donc le problème que pose cette maladie, c'est un problème de faire sa vie avec un handicap. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire sa vie? Finalement, c'est ce qu'on fait tous dans notre quotidien, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire avoir des enfants, une famille, vieillir avec cette maladie. Et là, ça vous donne une des premières dynamiques de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à l'Institut et dans les traitements innovants qu'on essaye de mettre au point. La vision qu'on a, c'est pas de se dire que demain on va trouver le traitement miracle de la sclérose en plaques. Peut-être que ça arrivera, mais c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Ce qu'on pense, c'est que on va de plus en plus avoir des traitements qui vont permettre de ralentir la maladie. Et si vous ralentissez la maladie, vous la ralentissez, vous êtes avec une maladie qui est une maladie chronique, mais pour laquelle les conséquences sont peu importantes en termes de handicap. Et c'est un petit peu cela qu'on essaye de faire, avoir des idées, de nouvelles idées de traitement qui vont s'appliquer à différents stades de la maladie et permettre de la ralentir pour la rendre compatible avec une vie quasi normale. Le futur, on l'imagine, j'ai une sclérose en plaques, mais j'ai une vie normale. C'est comme ça qu'on imagine le futur. On n'imagine pas forcément le futur dans guérir la sclérose en plaques. Ça arrivera peut-être. Peut-être que pour la sclérose en plaques, on sera dans la même position que pour les maladies infectieuses, où on a trouvé des antibiotiques qui permettent de guérir les maladies infectieuses. Mais voilà, ces maladies, c'est pas aujourd'hui comme ça que de façon prioritaire on aborde le problème. Maladie chronique qui a plusieurs phases. Il y a en général une phase qu'on appelle rémitante de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des poussées d'inflammation importantes, qui sont d'ailleurs visibles quand on fait une IRM cérébrale, donc ils sont visibles par les examens dont on dispose aujourd'hui, qui donnent des déficits neurologiques, et puis cette inflammation, elle peut être traitée par des corticoïdes, et les lésions cicatrisent plus ou moins. Violetta abordera ce problème tout à l'heure. Alors on dit rémitante parce que il y a une partie de cicatrisation, il y a une partie qui est due simplement à l'inflammation, et donc quand on retire cette inflammation, quand les lésions cicatrisent,
l'état de la personne s'améliore, parfois revient tout à fait à son état normal, ou parfois peut garder quelques séquelles. Ce qui était un problème dans cette phase rémitante, alors je dis qui était, parce qu'il y a des progrès qui ont été faits dans ce domaine. Ce qui était un problème dans cette phase rémitante, et qui le devient de moins en moins, même si ça persiste encore, c'est le fait que les poussées importantes pouvaient laisser des séquelles. Et c'est la raison pour laquelle il y a toute une série de médicaments qui ont été développés, qui sont des médicaments qui modulent le fonctionnement du système immunitaire. Certains ont montré une efficacité. Aujourd'hui, on a une panoplie de 4 ou 5 médicaments qui sont à notre disposition et qui permettent d'agir sur l'histoire naturelle de la maladie. Quand je dis agir sur l'histoire naturelle de la maladie, ça veut dire espacer les poussées et diminuer les séquelles neurologiques. Donc on a gagné, on ne sait pas très bien, on essaye d'analyser ce point-là, mais on a gagné aujourd'hui dans ce qu'on est capable de faire entre 5 et 10 ans sur l'histoire naturelle de la maladie. Donc ça, c'est déjà des résultats qui sont acquis et qui sont encourageants pour le futur, parce que si on arrive déjà à avoir un impact thérapeutique, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'avoir demain sur d'autres problèmes posés par cette maladie. Donc des progrès qui ont été faits. Alors cette composante inflammatoire est celle qui aujourd'hui est la mieux contrôlée, du moins dans les moments où elle est extrêmement importante. Et au niveau de l'Institut, nous avons décidé de ne pas nous impliquer fortement dans cette première phase, puisqu'il y a déjà des traitements, puisqu'il y a déjà des choses, et que ce n'est pas là que les problèmes se posent. Les problèmes se posent surtout dans la deuxième phase de la maladie, qui est la phase progressive, qui apparaît en général 10 ans après le début rémitant de la maladie, où cette fois-ci, l'inflammation du cerveau ne survient pas de façon un petit peu explosive, comme dans la phase rémitante, mais il y a un état inflammatoire permanent qui est là, à minima, dans le cerveau et la moelle épinière, qui sont touchés par cette maladie. Et cet état inflammatoire permanent, chronique, entraîne une souffrance des filets nerveux, dont je parlais tout à l'heure, les axones, et par là même finissent par en détruire quelques-uns. Et c'est comme cela que le handicap s'installe cette fois-ci de façon progressive. Et aujourd'hui, pour cette phase progressive, on a très peu de traitements. Alors vous allez entendre tout à l'heure un candidat médicament qui a été développé à l'Institut. Mais de façon générale, on a assez peu de moyens d'intervention sur cette phase progressive. On sait aujourd'hui que les médicaments qui sont actifs sur la première phase de la maladie sont soit peu, soit pas actifs sur cette seconde phase de la maladie. Il y a donc des enjeux de recherche extrêmement importants. Alors, un premier enjeu de recherche est de comprendre quels sont les mécanismes de cette progression. Et Violetta vous expliquera un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on fait au niveau expérimental pour comprendre tout ce qui peut être impliqué dans la progression. Il y a une deuxième question qui est d'avoir aussi des marqueurs, alors que ce soit des marqueurs biologiques, des marqueurs radiologiques ou des marqueurs aussi de l'examen clinique pour mesurer cette progression. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous faites un essai thérapeutique, ce que vous allez faire, c'est donner le médicament à la moitié de votre groupe de patients, et à l'autre moitié, vous leur donnez ce qu'on appelle un placebo. Et ce que vous essayez de montrer, c'est qu'après un certain temps, il y a une différence entre le groupe qui a été traité par le médicament, dont on attend qu'il aille mieux, et le groupe placebo qui ne reçoit pas le médicament. Et pour pouvoir faire cela, il faut disposer de mesures qui soient extrêmement fines de l'effet du médicament. Aujourd'hui, on a dans la sclérose en plaques essentiellement deux types de mesures. Des mesures qui reposent sur l'examen clinique et puis des mesures qui reposent sur l'IRM. Alors les mesures qui reposent sur l'examen clinique sont évidemment soumises à la subjectivité de l'examinateur, c'est-à-dire du médecin qui teste le patient. Il est possible que, comme on essaye de trouver des effets qui sont des effets
peu important, puisque même si on est capable demain de ralentir de 10 ou 20% la progression de la maladie, on considérera que ce sera un progrès extrêmement important et utile pour les patients. Donc 10% de gain sur la maladie, c'est peut-être 2 ou 3 ou 4 ans de gain sur l'histoire naturelle de la maladie. C'est pour ça que pouvoir mesurer des petites différences est important. Donc on travaille sur cet aspect-là aussi, donc pas simplement pour comprendre les mécanismes, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi pour essayer de développer des mesures qui soient plus fines, plus reproductibles de l'évolution de la maladie chez les patients, pour pouvoir utiliser ces nouveaux outils dans le suivi clinique. Ça c'est une partie importante, mais le suivi clinique, on le fait déjà d'une autre manière aujourd'hui, mais peut-être surtout pour pouvoir développer plus facilement des essais thérapeutiques sur cette phase progressive. Pour ces recherches, évidemment, il y a un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition de façon générale. Il y a des modèles animaux, mais dans le domaine de la sclérose en plaques, on est beaucoup limité par cela, parce que cette maladie qui existe chez l'homme n'existe pas dans d'autres espèces animales. Il n'y a pas non plus encore aujourd'hui de bons modèles cellulaires. Donc nous avons une recherche qui porte beaucoup sur les patients, et c'est pour moi aussi une occasion de remercier les patients qui participent à ces études à différents stades. Il y a des études qui sont des études cognitives pour essayer de comprendre un des points de la maladie. Donner un exemple de ce qui a pu être fait ici. Dans le cadre d'un consortium international, les chercheurs se parlent entre eux au niveau mondial, ce consortium a permis l'identification des gènes qui étaient impliqués dans la sclérose en plaques. Alors, c'était un point important, parce que ça faisait longtemps qu'on pensait qu'il y avait des gènes qui étaient impliqués, mais on ne les connaissait pas. Et aujourd'hui, maintenant qu'on les connaît, on peut imaginer des projets de recherche, dont vous parlera Violetta tout à l'heure. Et ça a nécessité que des patients acceptent de nous donner une prise de sang, que ces prises de sang soient mises dans ce qu'on appelle une banque ici, et puis que quand on en est assez, parce qu'il faut plusieurs milliers de patients de prélèvements pour faire ce type d'études, on puisse travailler dessus au niveau génétique. Donc, au niveau de l'Institut, il y a cette possibilité de pouvoir recueillir des informations, recueillir des échantillons sur lesquels ensuite on va pouvoir faire une recherche. Alors ceci se fait dans des conditions qui sont très encadrées par la loi, avec ce qu'on appelle un consentement, donc il y a une explication qui est donnée au patient de la recherche qu'il va y faire, on lui demande son accord. Il a aussi la possibilité de se retirer à tout moment de la recherche, et on garantit son anonymat. On garantit son anonymat. Et puis on explique aussi ce qu'on va faire des résultats de la recherche. Parce que souvent on est confronté à des questions, voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé sur mon sang? On s'intéresse à soi-même. Et ce n'est pas forcément la question qu'on a posée par la recherche. Dans l'exemple de la recherche génétique que je prenais, la question qui était posée, c'était d'identifier un ensemble de gènes dans une population. Autrement dit, la question n'était pas d'étudier les gènes chez une personne, mais la question était d'étudier dans une population de patients un ensemble de gènes. Et les résultats qui étaient issus de cette recherche n'étaient donc pas des résultats qui étaient individuels. Alors on a essayé de regarder si on pouvait utiliser ces résultats pour être plus, avoir une personnalisation du risque génétique chez les personnes. On en est loin aujourd'hui. On n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le faire. Donc voilà. Des patients ont donné une prise de sang, on a étudié leurs gènes dans un ensemble, mais cet ensemble de gènes, s'il est compréhensible à l'échelle d'une population, il n'a pas de sens au niveau d'un individu et d'une personne en particulier. Autrement dit, si on regardait chez nous, par exemple, si ces gènes étaient présents, il y en aurait sûrement. Est-ce que ces gènes sont indicateurs que personne va développer une sclérose en plaques? La réponse est non. Parce que ces gènes n'agissent que dans le cadre d'un ensemble qu'on essaye de comprendre, ne sont repérables au niveau d'une population, mais au niveau individuel,
Aujourd'hui, on ne comprend pas assez pour pouvoir, de façon fine, explorer le mécanisme de la maladie. C'est d'ailleurs, maintenant, un des enjeux de la recherche, d'essayer à partir de ces découvertes génétiques, de comprendre quelles sont les voies métaboliques à l'intérieur de la cellule qui sont impliquées dans la maladie, et par l'identification de ces voies métaboliques, pouvoir décrire ce qu'on appelle de nouvelles cibles, c'est-à-dire des molécules sur lesquelles on peut agir d'un point de vue thérapeutique. Et là, on peut se rencontrer avec des laboratoires, et au deuxième étage de cet institut, il y a un étage où il y a des entreprises, surtout des petites entreprises avec des idées très très innovantes. Et à cet étage, les entreprises peuvent à la fois développer leurs projets, vous aurez un exemple de cela tout à l'heure, mais aussi collaborer avec les équipes de l'Institut sur des questions. Donc, on étudie les gènes de la sclérose en plaques, on arrive à identifier un chemin métabolique à l'intérieur de la cellule qui pourrait être important en termes de cible thérapeutique, et bien on peut aller discuter avec une entreprise qui est au deuxième étage et qui développe, ou qui va venir développer ici au deuxième étage, des molécules qui peuvent agir sur cette cible. Il y a un certain nombre d'exemples pour d'autres maladies que la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, ça commence un petit peu ici au niveau de l'Institut, mais je prends cet exemple pour vous montrer quelle est pour nous l'importance de pouvoir travailler dans un milieu où on est à la fois au contact des patients pour les questions de recherche, pour les éléments dont on a besoin pour faire avancer la recherche, mais aussi des industriels qui peuvent, à partir des découvertes que l'on fait, développer un certain nombre de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Deuxième point sur la recherche clinique, c'est l'imagerie cérébrale. Donc ici, il y a un équipement d'imagerie cérébrale qui permet de réaliser de la recherche, c'est-à-dire un équipement qui est uniquement dédié à la recherche. C'est un outil extrêmement précieux. Évidemment, quand vous êtes dans un hôpital, qu'il y a un blessé qui arrive, qui a eu un accident de la route, voilà, on arrête tout et on s'occupe de la personne, on essaye de sauver une vie. C'est le quotidien de cet hôpital. Ce quotidien, évidemment, est compliqué à mailler avec la recherche, surtout quand on a des recherches un petit peu d'envergure importante, avec des moyens financiers importants qui sont engagés, un nombre de patients important. Et c'est la raison pour laquelle avoir la possibilité de faire des examens d'imagerie uniquement dans un cadre de recherche, et que cet équipement soit réservé pour ça, soit d'ailleurs payé par des crédits de recherche, par les dons des donateurs, hein, c'est pas la sécurité sociale qui a payé cet équipement. C'est extrêmement important parce qu'on peut développer des nouvelles façons d'analyser les images, qu'on appelle des nouvelles séquences. Aussi, on peut aussi étudier des nouveaux marqueurs qu'on n'aurait pas pu étudier autrement. On peut mettre au moins pour un certain nombre d'expériences. On peut aussi calibrer des expériences pour pouvoir comparer ce qui se fait ici avec d'autres centres dans le monde. Et dans quelques semaines, il y a un groupe d'Américains qui va venir ici pour que nous puissions calibrer notre IRM de recherche avec la leur, pour qu'on puisse travailler dans le cadre d'un ensemble, qu'on puisse travailler ensemble. Donc d'avoir cette possibilité de pouvoir faire de l'imagerie à haut niveau, avec le temps nécessaire à la recherche, le temps de pouvoir développer tout le traitement mathématique qui va derrière, le temps de pouvoir aussi collaborer avec des équipes internationales, est un outil extrêmement important et dont nous attendons beaucoup en termes de progrès, puisque dans le cadre de la sclérose en plaques aujourd'hui, si on a des bons marqueurs diagnostiques, qui sont d'ailleurs ceux qui sont utilisés pour le soin des patients pour établir un diagnostic de sclérose en plaques, on n'a pas encore de bons marqueurs pronostiques, je dirais même qu'il n'y en a pas du tout. On n'a pas non plus de bons marqueurs de la progression. Il y a quelques idées qui sont dans l'air, qui commencent à être développées, mais il n'y a pas encore de très, très bons marqueurs. Donc il y a encore tout un travail d'imagerie à faire sur la sclérose en plaques pour pouvoir mieux corréler les images qu'on voit avec l'évolution réelle de la maladie. Et puis dernier aspect de cette recherche clinique sur les patients, c'est l'essai de médicaments
ou la compréhension d'un certain nombre de phénomènes par des tests qui peuvent être effectués, des tâches par exemple à réaliser, qui font appel à certaines fonctions cérébrales qu'on veut tester, pour voir comment elles sont modifiées, soit par un traitement, soit par une maladie. Donc ça nécessite une infrastructure dédiée à la recherche qui s'est développée dans les hôpitaux sous la forme de ce qu'on appelle des centres d'investigation clinique. Donc un centre d'investigation clinique, c'est finalement quelques lits d'hospitalisation avec toute une équipe derrière de soignants, qui sont des aides-soignants, des infirmières, mais formés à la recherche. Et puis l'infrastructure biologique qui va avec, de telle façon qu'on puisse prélever des échantillons dans des conditions de la recherche. Et ça permet, sous la responsabilité d'un médecin qui dirige ce type de structure, de réaliser des protocoles extrêmement précis. Donc des protocoles qui sont écrits, où vous allez écrire de façon précise ce que vous allez tester. Si par exemple vous testez un médicament, vous allez dire comment vous donnez ce médicament, vous allez doser pour savoir quelle est la quantité du médicament qui passe dans le sang de façon très très précise. Vous allez faire des épreuves chez les patients pour voir s'ils sont améliorés ou pas à des moments extrêmement précis, qui sont définis au préalable. Donc c'est tout un travail, comment dire, de qualité, comme on dit, qui est très important pour pouvoir mettre au point de nouveaux traitements. Alors, la difficulté souvent pour les patients, quand on discute avec eux de participation à ce type de problème, c'est que quand on essaye un médicament, ben, vous ne savez pas si vous avez le médicament, vous avez le placebo. D'ailleurs, ni le patient qui participe, ni le médecin qui suit le patient ne le sait. On ouvre l'enveloppe qu'à la fin de l'essai thérapeutique, une fois que toutes les données ont été acquises. Et après, on fait des études statistiques pour voir si le médicament est actif ou pas. Alors, c'est important à dire, parce que quand on en parle avec les patients, il y a un certain nombre de personnes qui disent, bah, écoutez, moi, je ne veux pas prendre ce risque, je préfère avoir un des traitements que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez me proposer. Et c'est tout à fait normal. Et d'autres disent, non, moi, je souhaite faire avancer la recherche, je pense qu'il n'y a pas de bon traitement pour ma maladie, et donc je souhaite participer. Donc c'est un choix, un acte volontaire qui est dissocié du soin, qui en pratique survient souvent au moment d'une consultation, c'est un des points de discussion de la consultation, mais qui ne fait pas partie du soin. C'est deux activités différentes, mais c'est un moment où la recherche, les questions de recherche et la prise en charge du patient peuvent se rejoindre très brièvement lors de cette information sur un protocole de recherche. D'ailleurs, les protocoles de recherche sont en général effectués par d'autres médecins que ceux qui proposent d'y participer. Et ça se passe souvent en tout cas pour les protocoles qui sont les plus lourds, dans un centre d'investigation clinique, dont je parlais tout à l'heure. Et l'originalité de cet institut, c'est d'avoir un centre d'investigation clinique ici, au milieu des chercheurs, dans l'hôpital, proche des patients, au milieu des chercheurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un dialogue très rapide entre les personnes qui sont chargées de tester des nouvelles idées chez les patients, et puis les chercheurs qui sont à la source de ces nouvelles idées. Donc, pour terminer, puis après je vais vous laisser me poser les questions que vous souhaitez, vous dire que aujourd'hui, dans le domaine de la sclérose en plaques, on a fait des progrès. Donc, il y a des médicaments, mais la solution n'est pas satisfaisante. L'idée sur laquelle on travaille de façon générale, c'est de ralentir tellement la maladie d'une maladie qui aujourd'hui est handicapante, elle devienne une maladie qui demain sera non handicapante, même si elle est toujours là. C'est ça l'idée qui nous guide. Et que notre effort aujourd'hui de recherche, c'est-à-dire pour générer des nouvelles connaissances, porte sur la phase progressive de la maladie, c'est-à-dire cette phase où le handicap s'aggrave de façon lente avec le temps et pour laquelle aujourd'hui on n'a pas de traitement qui soit très satisfaisant. Voilà, je suis à vos dispositions pour les questions. Je fais partie d'une des équipes qui recherche sur la sclérose en plaques. Je vais essayer de vous présenter un peu toutes les voies qu'on essaie de développer pour vous montrer que vraiment on essaie d'aborder cette maladie par les différents aspects qu'elle peut avoir. Donc tout d'abord, en vous disant qu'il y a 4 équipes ici à l'ICM qui travaillent sur la sclérose en plaques.
Et chacune d'entre elles a une spécificité. Donc celle de Bertrand, qui est beaucoup impliquée dans la génétique et dans l'immunologie. Ensuite, il y a celle de Catherine Lubezki et Bruno Stankov, qui sont beaucoup impliqués dans la réparation, mais aussi dans l'imagerie. C'est ce que vous expliquait Bertrand tout à l'heure, c'est essayer d'imager donc la démyélinisation ou la remyélinisation des patients. L'approche moléculaire et cellulaire d'harmonisation, qui est mon équipe, qui est dirigée par Brahim Naïtou-Mesmer et Anne Baron. Et enfin, le développement d'oligodendrocytes, donc qui est la cellule myélinisante du système nerveux, et leur interaction avec la neurovasculaire. Donc toutes ces équipes travaillent à la fois en recherche fondamentale et aussi appliquée, et veulent développer aussi des projets translationnels, donc vers la clinique. C'est pour ça qu'être ici dans un institut où on est aussi en contact avec les cliniciens est très important pour vraiment voir que les résultats qu'on a trouvés en recherche fondamentale puissent être appliqués de manière très efficace chez les patients. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant d'équipes qui travaillent sur cette maladie? Parce que c'est une maladie complexe, qui est parce qu'elle fait intervenir plusieurs cellules différentes. Ici, vous avez le sang qui circule, et pour une raison inconnue, il y a des cellules qu'on appelle les macrophages ou les lymphocytes qui vont traverser cette barrière violette qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique et qui vont venir attaquer la myéline, qui est ici représentée en jaune. Quand les cellules immunitaires vont venir attaquer la myéline, on va observer une destruction de cette myéline qui sert à la conduction saltatoire, donc à la bonne conduction de l'influx nerveux. Donc comme l'a dit Bertrand, à très long terme, la destruction de la myéline va mener à une pathologie axonale qui va correspondre à l'apparition des signes progressifs de la maladie. Donc pourquoi est-ce que c'est une maladie complexe? Parce qu'elle fait intervenir différents systèmes. Tout d'abord, le système immunitaire, savoir pourquoi les cellules vont rentrer et rester dans le système nerveux. Le système nerveux central. Ah, c'est bloqué. Je vais rester sur ça, c'est bloqué. Le système nerveux central, parce que ça attaque une protéine de la myéline. La génétique, car comme l'a expliqué Bertrand, ça fait intervenir, la sclérose en plaques va se développer chez des patients qui sont génétiquement prédisposés. Et l'environnement, parce que sous l'influence d'un facteur environnemental, elles vont développer ou non donc la sclérose en plaques. Donc là, l'animation ne marche pas, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais je vais continuer sans ça. Ce qui est surprenant dans cette maladie, c'est qu'il y a un processus de réparation endogène qui peut se mettre en place, qui s'appelle la remyélinisation. Il y a dans notre cerveau et dans notre moelle épinière ce qu'on appelle des cellules souches ou des précurseurs d'oligodendrocytes, qui sont des cellules très immatures qui peuvent être recrutées à la lésion et faire de la nouvelle myéline. Alors ce qui est très intéressant, c'est que certains patients sont capables de se réparer très efficacement. Il a été montré dans des études que certains d'entre eux peuvent réparer jusqu'à 80% de leurs lésions. Et chez ces autres patients, donc cette réparation n'est pas efficace. Donc nous, ce qu'on essaie de décortiquer, c'est le processus qui va mener à cette réparation. Donc un des exemples, par exemple, ces dernières années, les découvertes qu'on a faites à l'ICM ont réussi à mettre en évidence les molécules qui vont permettre d'attirer les cellules précurseurs vers les lésions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lésions sont un peu partout dans le cerveau et dans la moelle épinière. Il faut que les cellules réparatrices puissent les trouver. Donc ça, c'est un des travaux de Catherine Lubezki qui a réussi à montrer que la nétrine ou les sémaphorines sont importantes pour attirer les cellules réparatrices vers la lésion. Ensuite, donc ça c'est le travail de Brahim Naïtou-Mesmer qui s'intéresse à l'oligodendrocyte. Il a montré justement des facteurs de transcription qui permettaient de différencier. C'est-à-dire qu'une fois que la cellule souche ou précurseur arrive à la lésion, il faut qu'elle fasse de la bonne myéline, qu'elle enclenche son système de différenciation. Donc lui, ce qu'il a montré, c'est que ce facteur de transcription, une fois qu'il va se fixer à l'ADN, va pouvoir les faire entrer dans ce processus de réparation. Et enfin, un autre exemple que explore aussi donc, une des équipes de l'ICM, c'est les expériences d'Anne Baron, qui, elle, essaie de prendre des cellules exogènes, donc des cellules, par exemple, du système nerveux périphérique. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce système nerveux périphérique qui n'est pas atteint dans la sclérose en plaques, il existe des cellules aussi précurseurs, résistantes, qu'on pourrait prélever en faisant une biopsie chez les patients et faire des greffes au fait, dans quelques lésions, et on a montré qu'ils étaient capables de réparer. Donc vraiment, c'est les trois différents projets qui sont ressortis cette année. L'un des projets que je développe moi, donc en collaboration avec Bertrand, c'est justement d'utiliser les 110 polymorphismes qu'il a trouvés, de faire des combinaisons de polymorphismes et de voir s'il y a une combinaison qui existe chez les patients qui réparent très bien.
C'est-à-dire s'inspirer vraiment des patients qui réparent bien ou de ceux qui ne réparent pas du tout, voir quels sont les polymorphismes qui sont présents pour essayer de décortiquer le succès ou l'échec de la remyélinisation. Donc pour ce faire, on a développé un modèle animal où on peut greffer en fait des lymphocytes de patients qui ont un profil génétique bien particulier. Et on a réussi à démontrer que suivant le type de patient, de lymphocytes qu'on greffait, les cellules, les souris allaient plus ou moins se réparer par elles-mêmes. Donc on a vraiment réussi à décortiquer, grâce donc, aux études génétiques, qu'il pouvait y avoir des profils de patients, qu'il y avoir des lymphocytes qui étaient plutôt, comment on dit, protecteurs, qui allaient enclencher ce processus de réparation, et d'autres qui ne l'étaient pas. L'autre approche qu'on développe maintenant, c'est une approche transversale multipathologie, où, comme vous a expliqué Bertrand, le fait que le système immunitaire ne marche pas de façon efficace a été prouvé dans la sclérose en plaques, mais a été aussi observé dans d'autres pathologies, telles qu'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson. Et ce qui est intéressant dans ces différentes maladies neurologiques qu'on étudie à l'Institut, c'est que les cellules immunitaires vont être bloquées, comme l'expliquait Bertrand, à différents stades. Par exemple, dans le cas de la sclérose en plaques, les cellules vont venir attaquer la myéline et la détruire. Mais par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, elles devraient venir détruire les plaques amyloïdes qui sont la principale cause de dégénérescence axonale dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est là où vous comprenez comment on va essayer de se servir d'une maladie pour comprendre pourquoi il a été bloqué au moment de la destruction de l'amyloïde bêta et comment on pourrait s'en servir pour empêcher la destruction de la myéline. C'est-à-dire voir les mécanismes qui ont été développés dans la maladie d'Alzheimer pour stopper les cellules à un stade avant qu'elles détruisent les cellules myélinisantes. Donc ici, il s'agit d'un projet un peu qui est encore de la science-fiction pour nous, parce qu'on a juste démarré donc, cette approche où on a demandé à 100 patients de chacune des pathologies de participer à cette étude pour pouvoir faire ce qu'on appelle une modélisation mathématique de l'activation de ces cellules immunitaires. Alors est-ce que ça marche? Donc là ça marche, je dis pas espace, sinon ça va bloquer. C'est là où ça va bloquer. C'est bon. Voilà. Donc là c'est juste pour vous faire visualiser, merci, la réparation. Donc voilà les différents acteurs des différentes trouvailles qui ont été faites. Le micro, s'il vous plaît. Ah pardon, du coup il faut quelque chose qui marche pas. Pardon. Et donc là, c'était un peu l'emblème de notre institut qui était de se dire que tout seul dans notre coin, on est peut-être moins efficace que lorsqu'on est tous ensemble, et notamment lorsqu'on aborde des maladies neurologiques, et c'est là où je vous parlerai des macrophages, donc ils sont un sous-type de cellules immunitaires qui interviennent donc dans la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire, et dans les 3 maladies que je vous ai citées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre équipe qui s'est jointe à nous, qui travaille sur l'épilepsie, et qui a aussi observé, dans certains cas d'épilepsie, l'intervention des cellules inflammatoires. Donc comme je vous le disais, ces cellules inflammatoires sont néfastes parce qu'elles détruisent la myéline et les neurones, mais elles sont aussi bénéfiques car normalement elles devraient détruire les dépôts d'amyloïdes et faire que les cellules souches soient activées. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à plusieurs jeunes chercheurs donc, dans l'ICM pour réunir donc, nos équipes dans un groupe qu'on appelle le groupe de neuroimmunologie, où chacun d'entre nous apporte donc, les connaissances qu'il a sur la pathologie et surtout comment d'étudier ces multiples pathologies ensemble vont pouvoir nous aider à guérir les unes des autres. Donc à nous, neurobiologistes, et c'est là vraiment le grand effort qu'a fait l'ICM, se sont joints des mathématiciens, des modélisateurs, donc je vais vous montrer ici, qui vont nous aider à comprendre comment réussir à faire venir ces cellules immunitaires à une bonne conformation. Comme vous a dit Bertrand, lors d'une inflammation, les cellules immunitaires doivent avoir une bonne conformation pour commencer et finir leur boulot. Chacune des maladies neurologiques que je vous ai présentées, que ce soit la sclérose en plaques, l'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, n'a pas le même défaut dans son système immunitaire. Ce qu'on voudrait, c'est trouver le chemin qui mènerait à la bonne conformation. Mais comme je vous ai expliqué ici, ce qu'on va trouver sur la sclérose en plaques qui est plus à gauche et la maladie d'Alzheimer qui est plus à droite va nous permettre de revenir à la bonne conformation des cellules immunitaires. Et pour ce faire, là je vous montre des schémas très compliqués de mathématiciens et de modélisateurs. Ce qu'ils vont réussir à faire, c'est modéliser de manière mathématique
la façon dont la cellule immunitaire est activée, soit dans la sclérose en plaques, soit dans la maladie d'Alzheimer, et de voir comment le mécanisme de l'un peut nous aider à corriger le défaut de l'autre. Donc notre objectif de nos recherches est quand même d'essayer de caractériser de façon précise le patient, et ce que Bertrand a essayé de vous montrer, c'est qu'on s'attaque à plusieurs domaines à la fois, que ce soit la génétique, l'immunologie, la neurobiologie, mais aussi la clinique et l'imagerie, pour pouvoir non seulement avoir des pronostics d'évolution, et ça on l'espère, pouvoir identifier des marqueurs qui vont pouvoir nous donner des idées sur comment va évoluer la maladie, mais aussi des nouvelles cibles thérapeutiques, dans le sens où on pense que chaque patient a un profil particulier immunitaire notamment, qui a besoin d'un traitement personnalisé. Donc essayer d'utiliser la génétique par exemple pour essayer d'identifier quel type de cellule immunitaire est déficiente chez ce malade va nous dire qu'il faut utiliser ce type de traitement versus un autre. Donc vraiment essayer de proposer des traitements personnalisés car chaque patient a une histoire naturelle ou une progression de la maladie qui lui est spécifique et qui serait notamment due à des défauts génétiques qui lui sont spécifiques. Donc vraiment proposer des traitements sur mesure. Donc, je vous remercie de votre attention malgré ces petits problèmes techniques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous dites dans votre exposé image que vous utilisez des considérations mathématiques. La question, s'agit-il de la théorie des graphes? La théorie des graphes. Alors ce qui est utilisé, on peut partir de la théorie des graphes qui a beaucoup évolué depuis. C'est surtout reconstituer des réseaux qui sont activés. Donc c'est vraiment reconstituer des réseaux cellulaires, comme on a reconstitué des réseaux neuronaux, qui a réussi à montrer que le neurone A va activer le neurone B, va mener à cette locomotion, à cette sensation. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'appliquer cette théorie des réseaux à ce qu'on appelle à la cellule, et de voir que la molécule A va activer la molécule B qui va mener à ce phénotype de la cellule. Ce phénotype, c'est-à-dire cette forme de cellule qui est protectrice ou déficiente pour la réparation. Donc c'est un peu plus élaboré que ça, dans le sens où maintenant ils font des projections qui incluent aussi la pathologie, juste pas le fonctionnement normal de la cellule. Donc ce qui est difficile, c'est d'inclure chacune des pathologies et de voir chacune d'entre elles à quel endroit en fait on peut agir spécifiquement. D'autre part, la modélisation mathématique va aussi nous permettre de simuler, par exemple si on a des molécules intéressantes, on pourra dire voilà, si on bloque avec cette molécule cette voie, on pourra prédire vers quelle voie elle va agir et peut-être prédire si ce sera efficace ou non. Donc dans notre choix de molécules, ça va être aussi important car on sera plus efficace et plus rapide de choisir ceux qui vont vraiment mener à quelque chose qui va pas être bon, parce qu'on a toujours des idées intéressantes en bloquant certaines voies de signalisation, et finalement quand on regarde les conséquences, elles sont un peu plus néfastes que bénéfiques. Donc ça c'est aussi important. C'est d'aller vraiment dans la modélisation aussi pour tester les molécules. Oui, moi je vais vous poser une question toute simple. Je suis un simple patient et je n'ai pas la science de certains orateurs. J'ai écouté le premier intervenant, je dois vous dire que ça m'a un petit peu fait perdre le moral parce que l'évolution de la maladie pour lui est... L'évolution de la maladie pour lui est irrémédiable. Donc il parle de ralentissement mais pas de guérison. En ce qui vous concerne, je suis un peu plus optimiste dans la mesure où, en tant que patient, si vous parvenez à réparer la myéline, c'est bien, ça me suffit. Je veux dire, il y a pas mal de gens là, qui sont là, qui sont patients comme moi, qui ont cette sclérose. Et le problème, par exemple, je pense pas mal d'entre nous, c'est la marche. Si on arrive à générer la myéline, on marchera mieux. Voilà. Alors c'est ce que je voudrais intervenir juste pour par rapport à Bertrand, c'est que lui, alors c'est la différence entre guérison, c'est-à-dire ne plus être malade, et réparation. C'est que vous êtes quand même malade, mais on arrive à corriger. Donc c'est là où il a essayé peut-être de faire la différence. C'est que forcément, il veut pas, bon en plus il est physicien, donc je pense que nous on est chercheurs, on est peut-être... Il a plus l'habitude de moduler. Moi, je suis en plus très enthousiaste. Enfin, voilà, forcément, on veut trouver
la guérison et on veut trouver ce qui va réparer, mais c'est la différence, c'est réparer, c'est pas forcément arrêter. Donc il veut que vous ayez le moins d'handicap possible, le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'on propose aussi. Car que certaines lésions, on arrivera à les réparer, parce qu'au moment où vous arrivez déjà chez le clinicien, il y a eu déjà des lésions de fait, donc sur celle-là, peut-être on ne pourra pas agir. Mais c'est vraiment gérer, comme disait Bertrand, gérer la maladie. Donc que ce handicap arrive le plus tard possible, que ce soit plus du tout handicapant, ça c'est bien sûr ce pourquoi on se bat et qui se bat aussi. C'est juste, voilà, qu'est-ce que veut dire guérir de la maladie? On n'arrêtera pas comme on arrête l'infection. Voilà, c'est éradiquer complètement et ça sera guéri. C'est réparer. Donc oui, voilà, c'est juste le mot qui, je pense, voilà. Bonjour. Je voulais simplement vous poser la question, si vous obtenez de bons résultats, c'est-à-dire une activation, comme vous le souhaitez, des cellules immunitaires, est-ce que ça serait aussi applicable à la maladie à corps de Lévy, en plus des 3 autres maladies que vous avez citées? Alors, nous, on s'est mis ensemble forcément parce que dans l'Institut, on a eu des équipes qui travaillent sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on commence par des petites cohortes de 100 patients de chaque pathologie. Et pour ça, si on prouve que notre raisonnement est bon, forcément, on pourrait accueillir, comme on va accueillir des équipes qui travaillent sur l'épilepsie ou sur d'autres pathologies. C'est rien d'exclu. C'est sûr que là, pour l'instant, quand on commence un projet, qu'on démarre, on va limiter juste pour être sûr de notre hypothèse. Et après, on verra bien sûr si... de toute façon, les cellules immunitaires, dans les maladies neurologiques, c'est vraiment au niveau de l'installation de la chronicité qui va faire que, voilà, elles seront peut-être pas la cause primaire comme dans la sclérose en plaques, mais elles vont faire que ça va s'aggraver. Et donc c'est pour ça que potentiellement d'autres maladies neurologiques pourraient être pas guéries, mais en tout cas essayer de comprendre comment on pourrait réparer. Merci pour cet exposé qui franchement me laisse bavard, parce que c'est des choses vraiment assez incroyables. Mais pour reprendre le petit symbolique sur le côté, est-ce que ça voudrait dire que le pire ennemi d'une maladie chronique invalidante, c'est une maladie chronique invalidante? Parce que si on arrive à trouver pourquoi sur un type de maladie ça se déclare, on va réussir à cibler qu'est-ce qui fait la zone de captage, et après on va pouvoir décliner sur les autres maladies comment soit l'inhiber, soit la doper. C'est bien cela? L'idée globale, bien sûr, c'est ça. Quand on fait de la modélisation, là, on s'est concentré sur un type cellulaire, qui sont les macrophages, qui sont vraiment des cellules intéressantes dans le sens où elles vont être vraiment les coordinatrices un peu de ce qui va se passer après. Et c'est pour ça qu'on pense qu'elles sont vraiment à la pierre angulaire, en fait, de plusieurs pathologies. Pour la sclérose en plaques, en l'occurrence, c'est les acteurs principaux. Pour les autres, c'est les acteurs peut-être secondaires, mais qui vont vraiment aggraver la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut il y a beaucoup d'outils que mes collègues ont développés pour les autres maladies qui pourront me servir à moi. Et c'est l'intérêt d'avoir un institut pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avant, on était un peu partout dans Paris. On se parlait, mais pas trop. Et le fait d'être ensemble, c'est ça aussi qui nous fait avancer ensemble pour ça. Bonjour. Je vais vous présenter effectivement des travaux récents qu'on conduit dans le cadre ce qu'on appelle une start-up, c'est-à-dire une petite société, ou une société jeune plutôt, qui est incubée à l'ICM. Moi, j'étais auparavant neurologue et puis j'ai monté cette société pour développer des traitements qui agissent sur le métabolisme cérébral, parce que c'était ce que je faisais quand j'étais à l'hôpital, et on s'est rendu compte qu'un de ces traitements avait un potentiel dans les formes progressives de sclérose en plaques. Et ce sont des résultats assez récents, en fait, d'une étude de phase 3. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette étude, je vais faire une overview assez simple pour vous expliquer, mais c'est assez intéressant. On pense que c'est la première fois qu'on a un traitement qui a l'air de donner quelque chose, en tout cas dans la sclérose en plaques progressive. Alors, je présente au passage Guillaume Braillon, avec qui on a monté l'idée et qu'on développe ensemble avec d'autres.
Donc en gros, le principe de ce traitement, alors je vais vous dire ce que c'est, le traitement c'est de la biotine. Alors biotine c'est quelque chose qu'on peut avoir comme vitamine, sauf qu'on l'utilise à 10 000 fois la dose d'une vitamine. C'est plus une vitamine, ça devient un médicament avec des problèmes de toxicité, des problèmes liés au fait qu'il peut y avoir des impuretés, et donc on doit utiliser des biotines particulières d'un grade pharmaceutique, et autres, et ça devient un vrai développement médicamenteux. Alors pourquoi la biotine? Eh bien, vous savez, vous avez vu tous ces schémas, que la sclérose en plaques, c'est une maladie de l'oligodendrocyte, donc c'est cette cellule qui fabrique la myéline. Quand on a une destruction de la myéline, ce qui est le cas ici, eh bien, je suis désolé, les diapos sont en anglais, c'est simple de toute façon. Vous avez un ralentissement de l'influx nerveux, et l'autre conséquence de ça, eh bien, c'est que normalement la biotine permet d'économiser l'énergie qui est utilisée par l'axone, par le neurone. Pourquoi? Parce que en fait, on a besoin d'énergie surtout pour refaire le potentiel de membrane. Excusez-moi, c'est peut-être le seul mot savant que je vais utiliser. Et quand on a de la myéline, on va avoir besoin de refaire ce potentiel de membrane uniquement au niveau de ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier, qui sont ces petits points, ces petits segments qui sont situés entre les segments de myéline. Bien sûr, quand vous n'avez plus de myéline, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'ATP pour conduire l'influx nerveux. On estime que quand on n'a pas de myéline, on a besoin de 5000 fois plus d'ATP. Ça a été étudié notamment dans l'axone de Calamar, qui n'a pas de myéline, et l'axone de Calamar a besoin de 5000 fois plus d'ATP pour faire sa conduction nerveuse. Ce qu'on pense, c'est qu'au cours de la sclérose en plaques, donc il y a une démyélinisation, il y a bien sûr besoin de beaucoup plus d'ATP, et en plus de ça, il y a un problème, on ne sait pas très bien pourquoi, probablement du fait de l'inflammation, au niveau des mitochondries, qui sont les petites usines cellulaires qui sont chargées de fabriquer l'ATP. Donc vous avez besoin de plus d'ATP, vous en produisez moins, et il y a une sorte de déséquilibre qui se fait. C'est un peu comme si le neurone devenait hypoxique, enfin asphyxié, s'asphyxiait peu à peu. On appelle ça d'ailleurs l'hypoxie virtuelle, et plusieurs pensent, de plus en plus d'ailleurs, qu'un des mécanismes qui est responsable de la dégénérescence des axones est lié à ce phénomène d'hypoxie virtuelle. Et donc c'est une cible potentielle pour des traitements. On pourrait considérer que la sclérose en plaques progressive, c'est en partie une maladie métabolique. Vous avez initialement une démyélisation, et puis il y a cet épuisement du neurone qui pourrait intervenir, quelle que soit la cause de la démyélisation. Là, il se trouve que c'est l'inflammation, mais ça pourrait être autre chose, qui aboutit à cette espèce de dégénérescence. La biotine, pourquoi la biotine? Ça a deux intérêts. La biotine, c'est d'abord ce qu'on appelle un coenzyme, quelque chose qui agit non pas comme une enzyme, mais comme un facteur qui est censé aider une enzyme à fonctionner. Et une de ces enzymes, c'est une enzyme qu'on appelle l'acétyl-CoA carboxylase, ACC, peu importe, qui fabrique les acides gras dont l'oligodendrocyte a besoin pour fabriquer de la myéline. Si on active cette enzyme, en théorie, on pourrait accélérer la production d'acides gras. Ça peut être une cible intéressante. Et puis la deuxième cible de la biotine, c'est un cycle métabolique, peu importe, qui s'appelle le cycle de Krebs, en détail, mais qui est impliqué dans la fabrication d'ATP. Donc la deuxième cible, c'est d'activer la production d'ATP pour éviter ce phénomène d'hypoxie virtuelle. Vous avez une même molécule qui pourrait, alors je dis pourrait parce que c'est pas encore complètement démontré, mais enfin la plupart de ces étapes sont bien démontrées, qui pourrait à la fois aider à fabriquer de la myéline et puis aider à lutter contre cette hypoxie virtuelle. Donc ça a été la base de deux essais thérapeutiques qui sont en cours, en fait même 4 essais thérapeutiques. Il y a eu un premier essai en ouvert, c'est-à-dire sans groupe placebo sur un petit nombre de malades, qui avait montré déjà une certaine efficacité chez les patients qui étaient traités en ouvert. Ce n'est pas suffisant, il fallait faire des essais pour pouvoir enregistrer ce produit, puisque c'est un produit, hein, c'est pas un supplément alimentaire, c'est, comme je l'ai dit en préambule, un médicament. Et on vient d'avoir les résultats de ce premier essai qui ont été présentés lors de l'Académie américaine de neurologie le mois dernier. Et il se trouve que les résultats de cet essai sont positifs. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un essai qui a été fait en France, 16 centres ont participé, dont le centre de la Salpêtrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est une technique d'essai clinique. On a recruté essentiellement des patients qui avaient des scléroses en plaques progressives, alors soit progressives primaires, soit progressives secondaires, c'est-à-dire des patients qui avaient d'abord commencé par des poussées et qui ont ensuite évolué, et qui avaient un score EDSS à 6 en moyenne. Ça veut dire des patients, des gens
vous, puisque certains d'entre vous sont des patients, qui devaient utiliser une canne pour marcher. En gros, donc ça c'est le design de l'essai, je suis désolé, c'est des slides qu'on a présentés lors de l'Académie de neurologie, mais je vais vous expliquer simplement. Donc 154 patients ont été tirés au sort, 154. 100 ont reçu le traitement et 50, ou 51, ont reçu un placebo pendant 12 mois. Et comme c'est ce qu'on appelle un double aveugle, les patients ne savent pas s'ils reçoivent le placebo ou le traitement, et les médecins ne savent pas non plus. On sait uniquement à la fin de l'étude, quand on analyse les résultats, il y a une liste de randomisation qui est au coffre, on sort une fois qu'on peut toucher au résultat, et on analyse à ce moment-là, et on voit qui a reçu le traitement à la fin de l'essai. La façon de juger l'essai, ça a été d'utiliser, on doit utiliser un critère. Ce que nous demandent les agences, quand vous enregistrez un médicament, on n'est pas dans une recherche exploratoire, on doit dire à l'avance quel sera le critère qui permettra de juger de la positivité ou de la négativité de l'essai. Vous n'avez pas le droit à deux critères, vous avez le droit à un seul critère. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous dire, voilà, je parie, vu l'effet du médicament, vu la taille de l'échantillon, que c'est ça qui va s'améliorer. Et ensuite, vous discutez avec les agences qui donnent des autorisations pour l'enregistrement des médicaments, donc que ce soit la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe, leur demander, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce critère, est-ce que c'est recevable, donc il y a beaucoup de discussions, etc. Et finalement, on se met d'accord sur un critère qui serait accepté comme une preuve que le traitement est efficace. Tout ça, on le fait avant de commencer l'étude. Et le critère qui avait été retenu, après plusieurs discussions, c'était le pourcentage de patients, donc la proportion de patients, qui seraient améliorés à la fin de l'étude. Donc il faut bien comprendre que c'est un critère ambitieux. On a parlé tout à l'heure d'une maladie donc, progressive, pour lesquelles il n'y a rien qui permet d'améliorer, mais on espère des traitements qui vont ralentir l'évolution. Et nous, on a pris comme critère le pourcentage de patients qui seraient améliorés après 12 mois. Déjà, c'est fait la barre assez. Et alors, quand on dit améliorer, on nous a imposé des critères d'amélioration, qui étaient presque impossibles. C'était une amélioration d'un point d'un score qu'on appelle le score EDSS, qui est utilisé, qui est un score de handicap, qui devait s'améliorer d'un point. En gros, c'est quelqu'un qui utilise une canne qui ne l'utilise plus à la fin de l'essai. Quelqu'un qui pouvait marcher 100 mètres et qui marche 300 mètres à la fin de l'essai. C'est une vraie différence. Et ce que nous ont demandé les agences, c'était non seulement cette amélioration devait être perçue à 12 mois, mais qu'elle devait être confirmée à 2 visites. On sait qu'il peut y avoir une variabilité au cours du temps. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'était de prendre le meilleur score qui était enregistré entre la visite de début de traitement et 1 mois auparavant. Il y avait 2 visites avant le début du traitement. On prenait le meilleur score, d'accord, et ensuite on devait améliorer ce score d'encore à point 2 fois, à 9 mois et à 12 mois. C'était assez ambitieux. Et en fait, quand on a eu les résultats à la fin, on s'est aperçu que les patients qui avaient reçu le placebo, eh bien 0 s'était amélioré. Aucun patient, ce qui était attendu, puisque c'est une maladie qui n'est pas censée s'améliorer spontanément, ce qui voulait dire que notre critère de jugement était très dur. On a du mal à imaginer de pouvoir améliorer ces patients, et effectivement c'est le cas. Les patients qui avaient pris le placebo ne se sont pas améliorés, il n'y a pas eu ce qu'on appelle d'effet placebo. Par contre, ceux qui avaient reçu le traitement, 13, donc ça fait 12,6% tous les patients, ce qui paraît faible comme ça, mais on va essayer d'affiner ça, se sont améliorés. Donc ça permet de dire oui, l'étude est positive. Pourquoi? Parce qu'il y a un test statistique qui dit que la chance, si vous voulez, de se tromper en disant qu'il y a une différence entre les deux groupes serait de moins de 1 sur 1000, de 5 sur 1000. C'est-à-dire qu'on est quasiment sûr qu'il y a eu une différence entre les deux, en termes d'amélioration, même si cette amélioration est faible sur ce critère. Alors ça ne veut pas dire que les autres patients n'ont pas bénéficié du traitement, parce que si on regarde l'évolution du score moyen de DSS, toujours, le score qu'on utilise pour évaluer le handicap, chez tous les patients, donc dans l'accord global, donc là on ne prend plus que les 13 patients qui se sont améliorés, on prend tous les patients au début et on voit comment ils ont évolué au cours de l'étude. Et donc dans le groupe placebo, on voit qu'au début il y a peut-être une petite amélioration au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Ensuite les patients continuent à s'aggraver, ce qui est attendu. Et ce qui est très surprenant, c'est que quand on regarde dans le groupe qui a reçu le traitement,
non seulement les patients n'ont pas progressé, alors progresser ça veut dire qu'ils passent au-dessus de cette ligne qui est la ligne de base, c'est le 0. Non seulement ils n'ont pas progressé, mais ils se sont en moyenne, ils étaient en moyenne en amélioration à toutes les visites par rapport au score initial. Ça c'est la cohorte globale, c'est pas juste les 13 patients, ça inclut les 13 patients, mais c'est l'ensemble des patients. C'est la première fois qu'on a ce type de résultat, c'est-à-dire que non seulement les patients ne s'aggravent pas, mais en plus en moyenne se sont légèrement améliorés, et ça c'est statistiquement significatif, ce n'est pas un effet lié au hasard, il y a une vraie différence qu'on peut démontrer avec un risque de se tromper qui est inférieur à 1 à 2%. Si on regarde les patients qui se sont aggravés autour de l'étude, on prend les patients, la petite population qui s'est aggravée d'au moins 1 point de DSS, eh bien on a l'effet contraire des patients améliorés, c'est-à-dire que dans le groupe placebo, les patients ont continué à s'aggraver, à peu près 13% des patients qui s'étaient aggravés au bout des 12 mois de l'étude, alors qu'il n'y avait que 4% des patients qui s'étaient aggravés dans le groupe qui avait reçu le traitement. Donc une différence en termes de risque de progression de 67%, ce qui est beaucoup, qui n'est pas complètement statistiquement significatif, probablement parce que la taille de l'échantillon n'était pas suffisante pour atteindre le seuil de significativité, mais ça c'est des mathématiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond, là ici, on s'amusait à regarder toutes les études qu'il y avait eu dans la sclérose en plaques progressive. Il y avait à peu près 6000 patients inclus dans les études sclérose en plaques progressive dans le monde, avec à peu près 12 traitements différents. On a essayé de séparé les différents groupes de patients, ceux qui avaient reçu des placebos, ceux qui avaient reçu des traitements, et vous voyez l'évolution de ce score EDSS au cours du temps. Donc à chaque fois, on regarde le pourcentage de patients qui sont aggravés à chaque temps dans ces études. Vous voyez que notre groupe placebo a bien suivi les études précédentes, c'est-à-dire qu'ils se sont aggravés comme dans les études précédentes. Au passage, vous voyez que dans les études précédentes, il n'y a aucun médicament qui a permis d'arrêter l'évolution. Et vous voyez que le groupe qui a reçu ces fortes doses de biotine se trouve très en dessous des études précédentes sclérose en plaques, ce qui indique que là, on a un effet qui n'avait jamais été observé jusque-là. Il y a d'autres critères qui ont été utilisés dans cette étude pour juger de l'efficacité du produit. Je vous en montre un qui est important, qui est un score qu'on appelle Clinical Global Impression, ça veut dire l'impression clinique globale. C'est-à-dire qu'à la fin de l'étude, après 12 mois, on demande non seulement aux médecins, aux patients également, est-ce que vous avez senti un bénéfice au cours du traitement? Et en gros, est-ce que vous pouvez coter sur une échelle de 1 à 7 si vous avez été, si on compare avant le début du traitement, est-ce que vous avez été extrêmement amélioré, bien amélioré, un tout petit peu amélioré, il n'y a eu aucun changement, si vous avez été un peu moins bien, beaucoup moins bien ou vraiment moins bien? Vous voyez, c'est assez simple. C'est une échelle qualitative qui est faite à la fois par l'investigateur, mais également par le patient. On enregistre les deux pour voir s'il y a une cohérence, c'est-à-dire si le patient a senti la même chose que le médecin. On fait là ensuite la moyenne de ces scores, et vous voyez que dans le groupe qui avait reçu le traitement, les scores sont inférieurs, c'est-à-dire que les patients se sont sentis mieux que dans le groupe placebo, avec ici un risque de se tromper qui est inférieur à 1 sur 10 000. Vraiment noté, et ce qui est intéressant, à la fois par le médecin, mais également par le patient. Non seulement un effet sur la distance de marche, ce score DSS, mais c'était également perçu. Alors, en termes d'effets secondaires, il n'y avait pas de différence importante. Il y a eu un patient quand même qui s'est suicidé dans le groupe qui a reçu le traitement. On ne pense pas que ça soit lié au traitement. On s'est rendu compte également qu'il y avait des perturbations de certains bilans biologiques liées à ces très fortes doses de biotine. C'est lié au fait que la biotine interfère avec des tests biologiques qui utilisent des anticorps biotinylés. Et ça, c'est un problème important. On ne peut pas prendre comme ça de la biotine à forte dose. Il y a plusieurs risques. Il y aurait un risque d'avoir un risque tératogène. On a vu on a fait d'autres études chez l'animal, etc. On a vu que ça entraînait des malformations chez les fœtus. Faire attention, chez les femmes enceintes, ça serait quelque chose de contre-indiqué, par exemple, à cause de ces doses importantes. Et le deuxième effet, c'est la perturbation de certains tests biologiques qui ne sont plus analysables. Donc ça induit, par exemple, dans certains cas, des erreurs diagnostiques. Et ça, c'est quelque chose qui demande une information importante. Alors, ce n'est pas lié au fait que les résultats sont réellement perturbés, c'est dans le tube ASS, c'est-à-dire au niveau du laboratoire, ça interfère avec les techniques de dosage, et ça fait qu'il y a une centaine de tests biologiques qui ne peuvent plus être interprétables. Donc ça demande un suivi assez précis, avec une discussion, une carte d'information du patient, par exemple, s'il arrive aux urgences avec
certains sites, il y a des tests qui ne pourront pas. En gros, les conclusions de ça sont assez simples. En gros, on atteint le critère de cette étude. Non seulement un nombre significatif de patients s'est amélioré, mais en plus on a diminué le risque de progression, puisque les patients en moyenne se sont moins aggravés dans le groupe, ou même non pas progressé au cours des 12 mois. Ça. Si je vous donne un comparatif avec les traitements qui existent dans la sclérose en plaques, dans les formes rémitantes, vous savez qu'il y a des traitements, dans les formes progressives, puis dans les formes rémitantes, on estime que les meilleurs traitements, au bout de 2 ans, diminuent le risque de progression d'environ 30%. Et là, on arrive à 70% après un an, ce qui est effectivement assez impressionnant. Donc, je ne dis pas que c'est la preuve définitive, il faut bien comprendre que c'est une première étape dans un développement thérapeutique. Ça peut être encore fruit du hasard ou d'une étude qui était mal équilibrée entre les groupes, etc. Donc il faut quand même faire attention. Ça demande à être confirmé dans une deuxième étude. Il y a une deuxième étude qui est en cours, dont on aura les résultats au mois de septembre. Pas longtemps du tout. On espère que cette deuxième étude sera également positive. Si elle est confirmatoire, à ce moment-là, on pourrait enregistrer le produit d'ici 2017. Le temps réglementaire, etc. On pourrait avoir tout de suite un produit sur le marché, mais ça pourrait aller très vite pour avoir un produit. Et ça demande, bien sûr, que la seconde étude soit positive. Et puis, il faut aussi des données à plus long terme. C'est une étude qui est un peu courte. La sclérose en plaques, c'est intéressant de voir une amélioration à 12 mois, mais il faudrait voir ce que ça donne à 24 mois, à 36 mois. Et ça, on aura ces données, parce qu'on continue à suivre les patients dans l'étude. On commence à avoir des données à 18 mois, on en aura à 24 mois et on en aura par la suite. Voilà, et puis il y a des expériences chez l'animal aussi qui sont intéressantes pour essayer de comprendre un peu mieux le mécanisme d'action. Mais disons que ces résultats sont effectivement très encourageants. Voilà. Une question sur cet essai avec la biotine. Vous attaquez le problème de la CEP au niveau que vous avez expliqué. Est-ce qu'on est sûr qu'on attaque sur la cause? L'amélioration est claire, mais est-ce qu'on attaque vraiment la cause ou est-ce que cette amélioration peut être en fait un collatéral? Non, on n'attaque pas la cause. Vraiment, je suis clair là-dessus. Hein. Vous avez non, le terme est mal choisi. Exposé brillant auparavant, je ne peux pas remettre non, pas la cause. Non, excusez-moi, c'est pas la cause. Ouais. C'est pour reprendre. Est-ce que ça peut pas être un collatéral? D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'on traite un symptôme ou est-ce qu'on traite la maladie elle-même? C'est ça, c'est comme le Doliprane dans l'infection. Est-ce qu'on traite l'infection ou la fièvre simplement? Nous, on pense qu'on traite le mécanisme dégénératif, d'accord, qui est causé par la perte de la myéline. On attaque probablement le mécanisme dégénératif qui est responsable de la progression dans la forme progressive de sclérose en plaques. Donc, dans un sens, on attaque la forme progressive de sclérose en plaques si on arrive à empêcher la dégénérescence, mais on n'attaque pas, bien sûr, la cause qui est arrivée en amont, qui est la destruction de la myéline. Mais on ne pense pas, nous, que ce soit un simple effet symptomatique. Pourquoi? Parce que l'effet n'est pas observé immédiatement. Ça, on l'avait déjà observé auparavant. On débute le traitement. La fampridine, on sait que c'est un effet symptomatique, par exemple. On commence la fampridine, certains patients répondent, d'autres pas, mais ils le sentent au bout de 24 heures. Ça va très vite. On sent qu'on est mieux, qu'on marche un peu plus vite, etc. Là, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on observe sur le long terme. Et au vu du mécanisme d'action, on pense que c'est plutôt quelque chose qui empêcherait la dégénérescence. Donc, en ce sens, c'est plus effectivement ce qu'on appelle une disease modifying therapy qu'un traitement symptomatique. Les personnes qui, dans ce type d'études, ont, entre guillemets, bénéficié d'un traitement placebo, se voient-elles, en raison du résultat qui semble positif avec le produit, ces personnes se voient-elles proposer en un second temps un traitement avec le dit produit? Oui. Merci. Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'était prévu initialement. Tous les patients, j'ai oublié de le dire, mais pendant cette phase d'extension, donc après 12 mois, tout le monde est passé au traitement. Tout le monde. Merci. Et aujourd'hui, ils sont suivis de la même façon et ils ont le traitement.
Je pense qu'il y a des contre-indications pour la biotine. La grossesse, probablement. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas vraiment identifié de contre-indications nettes, mais il y a ce problème d'interférence avec les tests biologiques. Certaines personnes doivent avoir des tests biologiques réguliers pour suivre un cancer, des dosages médicamenteux, sur le suppresseur, des choses comme ça. Et là, on ne peut plus faire ces dosages. Donc, il faut trouver à ce moment-là d'autres façons de faire ce suivi, ou alors arrêter le traitement afin de faire des dosages. Donc, ça, c'est les 2 points qu'on a observés. Rien d'autre. Merci. Bien, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout.